Pour aller voir la vidéo en lien avec ce podcast, allez sur ma chaîne YouTube Alex Hub. Le lien est dans la description. Bon podcast! Aujourd'hui, on se penche sur le Lions Club. On connaît tous là, ces statues de lion un peu partout, symbole de service communautaire mondial et tout. Mais les sources qu'on a ici, un rapport d'enquête assez détaillé, ça laisse entendre qu'il y a peut-être plus derrière le fameux « nous servant ». Fait que notre mission, c'est de décortiquer ça ensemble. L'image publique, elle est forte. On s'entend. Aide aux personnes aveugles, soutien aux communautés, 1,4 million de membres, plus de 200 régions, c'est gros. Mais le matériel qu'on a sous la main, ça pose la question. Est-ce que cette image, disons, impeccable, cache pas une influence, une complexité qui va au-delà de la simple charité? Allons voir. Un premier point qui saute aux yeux dans les sources, c'est l'influence politique. Le Lions Club mentionne lui-même sa participation à la rédaction de la Charte de l'ONU en 1945, puis son statut de consultatif à l'ECOSOC depuis 1947. Ça signale déjà une ambition quand même assez large, non? Absolument. Les documents, ils pointent vers des actions plus directes. Au Canada, par exemple, le club est enregistré comme lobbyiste. Il a même employé un consultant qui a travaillé à la Chambre des communes. Bon, les sources précisent que c'était pas un poste désigné, là, avec les règles strictes après, mais ça donne quand même, et je cite, une connaissance approfondie des rouages, puis un accès privilégié, mettons. C'est ça. Ça brouille un peu les lignes entre le service puis un agenda peut-être plus privé, du moins c'est ce que les auteurs du rapport suggèrent. Intéressant. Puis côté finance, c'est souvent là que ça devient révélateur. Les sources parlent de la fondation LCIF qui gère les dons. En 2024, ses investissements nets, ça dépassait les 380 millions de dollars US. C'est pas rien. Puis les données ProPublica pour 2023 montrent que l'organisation mère, LCI, a aussi des actifs considérables. On parle de plus de 178 millions de dollars US. Oui, puis c'est là qu'un contraste assez frappant est souligné dans les sources. La rémunération de certains dirigeants. L'administrateur exécutif, par exemple, selon ProPublica pour 2023, aurait touché plus de 322 000 $ US en rémunération totale. Wow! Et plusieurs autres cadres dépassent les 200 000 $ US par an. Et ça alors que les membres, eux, payent des cotisations genre 48 $ US internationales, plus les frais locaux, qui financent explicitement, c'est écrit, la machine administrative. Les bénévoles, eux, ils servent sans récompense financière personnelle. Fait que ça soulève des questions sur l'allocation des ressources, disons. 322 000 $. C'est un contraste assez marqué avec l'image du bénévolat, oui. Puis le rapport, il devient encore plus sérieux quand il cite le livre d'Hugo Neumar. C'est un ancien membre, journaliste aussi. Lui, il parle carrément de malversation financière, de chantage. Il affirme même, et ça c'est fort, que le gouvernement français aurait couplé les subventions à cause de ça. Bon, les documents qu'on a ne le corroborent pas directement avec une source du gouvernement, mais l'allégation est là. Il y a un cas précis aussi. Le club de Tournefeuille qui aurait promis 4 000 € à une famille pour des enfants malades, puis qui n'aurait jamais payé, prétextant un manque de fonds. Exactement. Si ces allégations-là sont vraies, ça frappe fort l'image publique. Les sources décrivent aussi une structure interne assez contrôlée, adhésion sur invitation seulement, et même une culture, le mot utilisé, c'est omerta, une genre de loi du silence pour protéger l'organisation. Une omerta? Oui. Niart lui-même dit avoir été radié juste pour avoir posé des questions sur la gestion des fonds. Puis l'expulsion aurait été demandée par de hauts responsables. Ça suggère un environnement qui n'est pas très ouvert à la critique interne, mettons. Une loi du silence. Puis ça s'arrête pas là, hein? Les documents parlent de connexions LG assez controversées. Des sources africaines, genre une liste du Cameroun, où les propos rapportés d'un prêtre au Burkina Faso iraient jusqu'à qualifier le Lions Club de secte nuisible. Un paravent pour recruter l'élite au profit de la franc-maçonnerie ou de la Rose-Croix. On apprend aussi dans une source que le fondateur, Melvin Jones, était franc-maçon lui-même, même si le club officiellement interdit les discussions politiques ou religieuses sectaires. Oui, puis c'est vraiment crucial de rappeler ici que ce sont des allégations et des liens tels que rapportés dans les documents qu'on examine. On rapporte ce qui est écrit. L'affirmation la plus, disons, explosive, elle vient encore d'Hugo Neumar, puis elle est mentionnée dans le matériel. Une association avec la scientologie. La scientologie, carrément.
Oui, une organisation très controversée, souvent qualifiée de secte, puis ce qui est notable, les sources qu'on a ne montrent aucune réponse officielle du Lions Club à cette allégation précise. Fait que la question reste un peu en suspens. Bon, OK. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça, de ce deep dive? Les sources nous donnent un portrait pour le moins complexe. Contrasté. D'un côté, l'image qu'on connaît, le service des intéressés. De l'autre, des éléments soulevés dans ces documents qui pointent vers une influence politique, financière, quand même notable, des salaires de direction élevés, une culture interne qui questionne la transparence, puis des allégations troublantes de liens avec des groupes comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, voire même la scientologie. Exactement. Les éléments qui s'accumulent dans les sources, l'influence, les finances, le contrôle interne, les liens allégués, tout ça, dessine, selon les auteurs de ces sources en tout cas, une image qui s'éloigne pas mal de la simple organisation caritative. Toute la question qui est soulevée par ce matériel, c'est autour de la véritable nature des vraies motivations derrière ce symbole du lion qu'on voit partout. Il y a une tension claire entre la façade puis ce qui est rapporté ici. Une dernière pensée pour la route inspirée par nos sources. Si toutes ces statues de lion, leur but c'est de marquer l'espace public, de renforcer l'image de marque, quelle signification prend ce symbole omniprésent quand on le regarde à travers le prisme de ces questions d'influence cachée, d'agendas potentiels qui sont décrits dans les documents? Ça donne à réfléchir, là.